Première chose. Deuxième chose, je crois que c'est le docteur Muyembe qui me disait hier, c'est que le ministre a dit, c'est que le Rwanda ne peut pas, en aucun cas, fermer la frontière. C'est un nouveau signe, d'ailleurs, qui montre qu'en réalité, les Rwandais doivent quitter rapidement, d'ailleurs, notre sol. Parce qu'aujourd'hui, il est évident que s'il faut faire le traçage ou les suivis des cas là-bas, dans les Nord Kivu, à Goma, vous avez l'agresseur, l'occupant qui ferme sa frontière. Pensez-vous que c'est lui qui ferme sa frontière peut se mobiliser particulièrement pour venir donner l'appui qu'il faut au système de santé en ces temps d'épidémie? Je crois qu'avec les partenaires avec lesquels nous travaillons, cette fermeture de frontières est un geste de mauvaise foi qui prouve à suffisance que la vie des Congolais ne vaut pas. Et donc nous pensons que s'il faut qu'on donne une riposte efficace au regard de cette épidémie pour les cas qui à Goma, il faut que le Rwandais quitte notre territoire et leur supplétif d'ailleurs. Comme ça, nous serons plus à l'aise, plus à même. Le ministre de la Santé, pourquoi pas lui-même, et les docteurs Muyembe pourront aller sur place pour s'assurer de la qualité de la riposte que nous donnons. Parce qu'il faut rappeler ici que pour le président de la République, toutes les populations qui sont affectées par ces virus doivent bénéficier de l'encadrement qu'il faut en termes de soutien du gouvernement. Et même pour ceux qui sont dans les territoires sous occupation, nous y travaillons. Par rapport à Goma avec la frontière fermée, oui, la frontière elle est fermée, mais d'abord, j'en profite pour dire que le Rwanda n'avait pas le droit de fermer une frontière. Parce que le règlement sanitaire international dit qu'il ne faut pas fermer des frontières en cas d'épidémie. C'est le règlement sanitaire international. On doit laisser circuler les personnes et les biens, mais on doit mettre les mesures de santé publique. C'est le règlement sanitaire international. C'est la même question pour les Américains. Eux, les Américains, ils décident ce qu'ils veulent pour chez eux, mais moi je vous dis, c'est que le règlement sanitaire international, c'est pas parce que la situation est beaucoup plus grave, c'est parce qu'eux, ils évaluent le risque pour eux avec leur propre modèle, mais le règlement sanitaire international ne nous dit pas qu'il faut fermer la frontière quand il y a une épidémie. Non, ni vaccin, ni traitement extrêmement contagieux. Alors, quelles sont les mesures de prévention que nous pouvons prendre, conseiller aux compatriotes qui nous suivent ce soir pour rester, surtout dans les parties qui sont touchées, pour rester à l'abri de cette épidémie? Bon, d'abord, je pense qu'il ne faut pas faire le lien de ni vaccin ni traitement. Parce que je rappelle qu'on a 17 épidémies et pendant les 15 premières épidémies, il n'y avait ni vaccin ni traitement et on les a quand même contenus, premièrement. Deuxièmement, le vaccin qu'on a et le traitement, encore une fois, expertise congolaise, eh bien, ce vaccin qu'on a et le traitement qu'on a, c'est pour Ebola Zaïre, qui était notre Ebola habituel et donc dont on connaît aussi la gravité. Et donc, ni vaccin, ni traitement, je pense qu'il faut arrêter ce lien-là et rappeler que les 15 épidémies qu'on a gérées dans notre pays, il n'y avait ni vaccin, ni traitement. Donc, l'expertise, on l'a. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, c'est la prévention. Il faut arrêter que le virus ne continue à se propager. Pour cela, une première chose, quand quelqu'un est malade et qui présente les signes, évitez de le toucher. Je rappelle que c'est une maladie qui s'attrape par contact. Ce n'est pas un virus qui traîne dans l'air, c'est un virus qui s'attrape par contact. Donc tant qu'on évite le contact avec la personne qui est suspecte ou la personne qui est malade, on évite d'attraper la maladie. La deuxième chose, quand quelqu'un est décédé d'Ebola, eh bien, les rites funéraires doivent être arrêtés. Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle des enterrements sécurisés. Donc ce sont nos équipes qui préparent la dépouille. Pourquoi? Parce que la dépouille est contagieuse. Parce que c'est encore une fois par contact, par les fluides corporels. Et puis, troisièmement, bien sûr, comme c'est une maladie qui vient des animaux, je rappelle que l'INRB, avec le professeur Muyembe, on a démontré que pour cette maladie-ci, eh ben, ça vient d'un animal. Ce n'est pas une maladie qui traînait chez quelqu'un depuis 2012 et qui a ressurgi, mais ça vient d'un animal. Donc, pas consommer d'animaux morts et bien préparer les aliments dans toutes ces zones à risque. Pas consommer d'animaux morts et bien préparer les aliments dans ces zones à risque. Donc, cette
prise de conscience est très importante parce qu'elle évite la transmission de l'animal à l'homme. Et puis maintenant, quand on sait ça, dès qu'il y a les premiers signes, on signale au système de santé. Je rappelle que c'est une maladie qui peut être moins létale que Ebola Zaïre. Donc plus tôt on vous prendra en charge, plus tôt vous avez les chances de guérir. Et enfin, je veux dire que le traitement de support est très important. C'est pour ça que nous mettons les centres de traitement. Il faut qu'on vous prenne en charge rapidement et qu'on vous traite. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, merci beaucoup. Docteur, nous aurons évidemment l'occasion demain de revenir avec vous, notamment sur les aspects de ces expériences que nous avons accumulées dans le temps avec les épidémies, pour rassurer davantage que nous avons, nous, l'expertise qu'il faut. Il y a des équipes mobilisées autour de vous depuis des années et qui sont en mesure de relever ces défis, évidemment, avec l'appui de nos partenaires. On va terminer cette communication ce soir. Je rappelle que nous sortons d'une réunion des crises chez les présidents de la République qui tenaient personnellement à suivre de près ou à faire le point de nouveau cette fois-ci de manière élargie parce que la question elle est transversale, elle implique plusieurs aspects. Vous avez suivi tout à l'heure que nous avons des cas par exemple à Goma, il y a des impératifs de sécurité de ce côté-là qui doivent être pris en compte, mais pour nous, et c'est clair, Monsieur le ministre de la Santé, que tous les compatriotes qui sont touchés, même s'ils sont dans les zones sous occupation, le gouvernement va s'assurer que les parvenir et que nous puissions partout être mobilisés pour mettre fin à cette épidémie comme on a vaincu les épidémies passées. Merci donc à vous, merci Dr Muyembe, merci à vous aussi. Comme nous le disions, nous reviendrons de manière régulière pour vous donner la bonne information et de la manière la plus transparente. Dès demain, nous allons nous organiser avec la télévision nationale, les équipes de l'INRB et les équipes du ministère de la Santé pour vous faire de mises à jour régulières pour que vous puissiez être pleinement informés. Et donc, il faut considérer que l'expérience que nous avons va de nouveau produire ses effets dans la gestion de cette épidémie. Monsieur le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ici représenté, Monsieur le président en exercice du groupe Afrique de l'UNESCO, Monsieur le président de la Conférence générale, Monsieur le président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, ministres et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des délégations permanentes auprès de l'UNESCO, Monsieur le Président du Comité d'organisation de la Semaine africaine, distingués participants en vos titres et qualités respectifs, chers amis. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer les remerciements de la République démocratique du Congo à l'UNESCO ainsi qu'au groupe d'Afrique pour l'organisation de cette édition 2026 de la Semaine africaine consacrée à une question qui engage à la fois notre avenir collectif, notre sécurité commune et notre développement durable, celle de l'eau. Je voudrais également saluer la pertinence du thème retenu cette année, à savoir assurer une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Ce thème nous rappelle une évidence fondamentale. L'eau n'est pas seulement une ressource naturelle. Elle est une condition de dignité humaine, un facteur de santé publique, un levier de développement, mais aussi un instrument de paix et de stabilité entre les peuples. La République démocratique du Congo occupe à cet égard une place singulière dans la géographie hydrique mondiale. Au cœur du bassin du Congo, deuxième plus grand bassin fluvial de la planète, mon pays concentre environ 52% des réserves en eau de surface du continent africain. Plus des 3/4 des usagers du bassin vivent sur le territoire congolais. Cette réalité confère à la République démocratique du Congo une responsabilité particulière dans la préservation des équilibres environnementaux et dans la promotion d'une gouvernance concertée des ressources hydriques. Dans un contexte mondial marqué par les effets du changement climatique, la pression démographique,
les besoins croissants en énergie et les tensions autour des ressources naturelles, nous défendons une conviction simple. L'eau doit être un facteur de coopération et non une rivalité entre les États. C'est dans cet esprit que la République démocratique du Congo a fait le choix d'une approche fondée sur la solidarité régionale, l'interdépendance positive et la gestion durable des ressources partagées. Notre vision s'inscrit dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau, consacrée par la loi relative à l'eau de 2015, qui reconnaît l'eau comme un bien public stratégique devant être géré de manière durable, inclusive et équitable. Car sans sécurité hydrique, il ne peut y avoir ni sécurité alimentaire, ni santé publique durable, ni résilience climatique, ni paix durable. L'eau est donc indissociable des grands défis contemporains. C'est pourquoi la RDC entend renforcer son rôle de pays solution en mettant à contribution ses ressources hydriques, son potentiel énergétique, sa position géostratégique, ainsi que son expertise scientifique croissante. Notre ambition est claire, contribuer à transformer les vulnérabilités africaines en opportunités de développement durable et de prospérité partagée. Cette ambition repose également sur une coopération régionale active et sur le respect des grands instruments internationaux relatifs aux eaux transfrontalières. La RDC demeure engagée au sein des mécanismes régionaux du bassin du Congo, du bassin du Nil et de la région des Grands Lacs, convaincue que la gouvernance de l'eau doit renforcer la confiance entre les États et favoriser l'intégration régionale. Mesdames et messieurs, l'un des grands défis de notre époque demeure la capacité à transformer les immenses ressources hydriques africaines en opportunités concrètes de développement humain et social. La République démocratique du Congo illustre à bien des égards les défis auxquels plusieurs pays africains demeurent confrontés en matière d'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement. Malgré l'abondance exceptionnelle de ses ressources hydriques, notre pays poursuit ses efforts afin d'améliorer progressivement l'accès des populations à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines où les besoins restent importants. Cette situation s'explique notamment par l'ampleur des besoins en infrastructures, la croissance démographique soutenue, ainsi que les effets croissants du changement climatique sur nos systèmes hydriques. Derrière ces défis, il y a des millions de familles, de femmes et d'enfants pour lesquels l'accès à l'eau demeure encore une préoccupation quotidienne. Conscient de cette responsabilité, le gouvernement congolais a engagé plusieurs réformes structurelles destinées à renforcer durablement la gouvernance du secteur, à moderniser les infrastructures hydrauliques et à améliorer progressivement l'accès des populations aux services essentiels. C'est dans cette perspective que la RDC a lancé plusieurs initiatives majeures, notamment le programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement, ainsi que le pacte présidentiel eau, hygiène, assainissement, présenté lors du sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba en février dernier. À travers ces initiatives, notre pays entend accélérer l'accès à l'eau potable, renforcer l'assainissement, améliorer la résilience climatique des communautés et promouvoir une gestion plus durable et inclusive des ressources hydriques. Mais nous sommes également convaincus qu'il est temps de dépasser le modèle classique de l'aide au développement. L'Afrique doit pouvoir bénéficier de mécanismes de financement plus justes, plus innovants et plus adaptés à ces réalités. C'est dans cette logique que la RDC soutient notamment le développement de la finance bleue, fondée sur la reconnaissance des services environnementaux rendus par le bassin du Congo à l'équilibre climatique mondial. Préserver le bassin du Congo, c'est préserver bien plus qu'un espace géographique africain. C'est protéger un patrimoine écologique essentiel pour l'humanité tout entière. À cet égard, nous saluons le rôle joué par l'UNESCO, notamment à travers le Programme hydrologique international, dans le renforcement de la recherche scientifique, du partage des connaissances et de la coopération académique dans le domaine de l'eau. La RDC demeure attachée au développement de la recherche hydrologique,
au renforcement des capacités scientifiques africaines ainsi qu'à la formation d'une nouvelle génération d'experts africains capables de répondre aux défis hydriques du continent. Mesdames et messieurs, alors que le XXIe siècle sera incontestablement celui de la gouvernance de l'eau, nous avons la responsabilité collective de faire de cette ressource un vecteur de paix, un facteur d'intégration régionale et un instrument de développement partagé. La République démocratique du Congo continuera pour sa part à œuvrer en faveur d'une gouvernance durable et inclusive de l'eau, fondée sur la coopération, la solidarité et la responsabilité commune. Car préserver les eaux du bassin du Congo, c'est préserver l'avenir écologique, énergétique et humain de l'Afrique et du monde. Je vous remercie.